RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous toutes. Je suis très heureux de vous retrouver. Toujours un grand plaisir de vous accueillir dans De quoi je me mail le dimanche matin, vous le savez, à la radio, sur RMC, mais aussi en podcast audio dès le vendredi sur l'appli RMC, sur votre smartphone, et puis en vidéo sur 01nettv.com, la chaîne YouTube de 01 TV, et sur les box au menu de ce De quoi je me mail cette semaine. Tout à l'heure, on découvrira une nouvelle marque de smartphone. Connaissez-vous Vivo ? Et pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop qui est Vivo, mais ce n'est pas un rigolo dans le monde du smartphone. Vivo est le 5e ou 6e constructeurs de smartphones au monde. Ils sont 2e en Chine, ils sont premiers en Inde, enfin c'est vraiment des volumes impressionnants. Et Vivo arrive en Europe, et notamment en France. Je recevrai le vice-président France de Vivo dans quelques minutes, qui nous expliquera sa stratégie. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de ce De quoi je me mail au Club de la Presse IT qu'on va attaquer dans un instant avec le hashtag DQJMM sur Twitter, et puis bien sûr rejoindre la page Facebook de quoi je me mail. Merci d'être là, bienvenue. Et on commence bien sûr par le Club de la Presse IT. C'est Emmanuel Paquette, fidèle au poste, qui est avec nous cette semaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Voilà, et on fait une grosse bise à Jean-Sébastien Zanqui, dont c'était la semaine dernière, ouais. On l'a dit. Voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Il va nous manquer, tu vas nous manquer, Jean-Sébastien. Emmanuel, il faut rester, hein, en revanche. Là. Pour l'instant, en tout cas. on va t'accrocher, je crois, à la chaise. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, et on va commenter ensemble l'actu de cette semaine, et on va commencer par cet événement surprise qu'Apple nous a sorti de son chapeau. On a reçu une invitation il y a quelques jours de cela, le 10 novembre à 19h, à One More Thing, Emmanuel. Oui, alors c'est étonnant, parce que généralement Apple est plutôt avare de prise de parole dans une année. Là, on en est, je sais pas, à la 3e ou 4e prise de parole. Enfin, oui. C'est totalement inhabituel. Alors cette année aussi est inhabituelle, avec le Covid, etc. Et donc là, on s'attend effectivement à savoir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter à nouveau. Alors, il y a plusieurs hypothèses. La plus probable, c'est quand même des nouveaux MacBook qui fonctionneraient avec une nouvelle puce. Donc c'est la puce Apple, qui est basée sur une architecture ARM. Alors il y aurait, Bloomberg dit, 3 types de produits qui pourraient en bénéficier. Un MacBook Air dans un premier stade, et 2 MacBook Pro de 13 et de 16 pouces avec cette puce, donc encore une fois qui serait la puce silicone d'Apple, basée sur une architecture ARM qui, je rappelle, est en train d'être achetée par Nvidia, donc ouais. Ce qui ne doit pas faire plaisir à Apple par ailleurs, parce qu'ils voulaient vraiment travailler avec ARM pour le coup. Mais en tout cas, voilà, on s'attend à minima à des annonces sur des nouvelles gammes de MacBook et peut-être de MacBook Air. Donc ce fameux One More Thing, d'habitude on a toujours une petite indication sur les invitations Apple, Voilà, il y en a qui sont payés pour décrypter les invitations qu'on reçoit. Là il n'y a pas grand chose. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça déjà ? Est-ce qu'on peut avoir d'autres surprises ? Après on reviendra sur cette stratégie de ARM parce qu'elle est assez intéressante, mais on peut s'attendre à autre chose aussi ou pas ? Oui, alors il y a une autre type d'attente, c'est les nouveaux AirPods. Parce que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de nouveauté de ce point de vue-là. Donc on s'attend à ce qu'il y ait probablement un AirPod Lite, donc entrée de gamme, et un AirPod un peu plus cher, plus haut de gamme. Donc attaquer le marché en fait avec 2 types de prix. Donc c'est une des autres, disons, hypothèses, parce que pour l'instant on en est réduit à des hypothèses. Donc ça pourrait être un des gros éléments. Et puis une des grosses annonces attendues depuis un certain temps déjà, c'est ce qu'on appelle les tags. Tu sais, c'est les AirPods, AirLag, pardon. J'ai du mal. AirTags, pardon. Ouais. Ces petits trackers en fait, Bluetooth ou avec une autre technologie qui permet de ne plus perdre en fait des appareils qu'on a dans la poche ou des choses comme ça. Exactement. Donc ça peut être les clés, effectivement, etc. Et donc on mettrait un petit poinçon dessus qui serait relié à son appareil, à son téléphone, ou à sa tablette. Et effectivement, si on les perd, on peut les géolocaliser pour essayer de les retrouver plus aisément. Donc ça fait partie aussi des pistes éventuelles sur lesquelles on attend des annonces d'Apple. On revient sur, sans doute, l'annonce qui sera faite concernant ces nouveaux Mac avec cette nouvelle architecture technique, ces nouvelles puces, ces nouveaux processeurs. Pourquoi Apple décide d'arrêter sa collaboration avec Intel, puisque c'était Intel avant qui fournissait les puces. Pourquoi Apple change en fait de crèmerie et s'attaque en fait à cette nouvelle technologie, nouvelle structure? Effectivement, on voit bien, ça a toujours été quand même dans l'ADN d'Apple de faire tout ce qu'ils pouvaient faire en interne. Et ne plus être dépendant de fournisseurs. Voilà, de fournisseurs. Déjà parce qu'ils préfèrent garder leur propre technologie
à eux pour avoir une longueur d'avance sur la concurrence, donc ça peut s'entendre. 2, parce que généralement ça génère aussi des fuites quand on travaille avec des sous-traitants ou des fournisseurs. Ça, Apple aime pas trop, hein. On connaît la maison, ils sont hyper contrôle fric sur ce sur quoi ils peuvent travailler. Donc le fait de réduire le nombre de fournisseurs, ça réduit aussi le nombre de fuites éventuelles. Et c'est vrai que le processeur, ça devient quand même quelque chose d'extrêmement central dans la guerre en plus qui s'engage entre les États-Unis et la Chine. Hein. On voit que ça devient un élément extrêmement important d'indépendance technologique. Et donc Apple a effectivement envie de contrôler, si possible, le plus possible, ce type d'éléments, ce type de composants. Donc là, c'est basé quand même sur une architecture ARM, donc c'est pas totalement indépendant, hein, mais en tout cas, c'est basé sur des royalties donc de cette société qui encore aujourd'hui est basée en Angleterre, propriété de SoftBank le japonais qui est en train de le vendre. Donc on voit effectivement cette volonté de s'émanciper du côté d'Apple, de contrôler à peu près tout ce qu'ils peuvent contrôler. On l'a vu avec les modems 5G, puisque ça a été aussi un des éléments d'indépendance d'Apple. Ils ont racheté la branche modem 5G d'Intel, voilà, pour être indépendant de Qualcomm. Alors même s'ils font toujours beaucoup d'affaires avec Qualcomm pendant de nombreuses années, là, hein, visiblement, oui, parce que pour l'instant, c'est très très long, hein, c'est à long, mettre en exactement. place. Ils ont à peine intégré cette branche qui elle-même était en retard sur les modems. Donc pour l'instant, on reste sur des modems effectivement Qualcomm pour la 5G dans les iPhone 12. Donc effectivement, ça va prendre du temps. Mais on voit que la tendance est là, de s'émanciper et de rester totalement indépendant technologiquement de tous ces fournisseurs. Exactement. À noter que ces processeurs ARM sont déjà dans la plupart des produits Apple que vous avez, hein, les smartphones, les iPads, etc. Exactement. Donc en fait, ça serait c'est une suite logique finalement. Hein. C'est un prolongement, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais ça nécessite malgré tout un nouveau macOS. Enfin, ça nécessite des changements importants aussi au niveau du soft. Hein, parce que c'est pas la même structure, on va dire. Exactement. Surtout qu'effectivement, il y a un nouvel OS qui est en cours de test en ce moment, qui est le macOS Big Sur, donc qui pourrait aussi être annoncé effectivement la semaine prochaine. Et qui serait compatible justement avec cette nouvelle architecture. Effectivement, parce que ça, c'est important de faire coïncider le soft et le hard. C'est quand même l'ADN d'Apple. Hein. On pourra vivre ensemble cette keynote Apple sur 01 TV. Ça sera mardi soir. On prend l'antenne à 18h45 en direct sur tous les canaux, hein, que ce soit sur les box à la télé ou sur le web. On vous fera vivre cette keynote en direct qui s'annonce passionnante, bien sûr. Autre actu cette semaine, c'est la 5G qui, alors là, est dans les starting blocks, hein, on peut le dire. Emmanuel, on est à quelques jours d'un lancement de la 5G en France. Exactement, puisque normalement, les autorisations vont être délivrées à partir du 18 novembre. Donc après, il faut avoir des autorisations, notamment de l'ANFR et puis des villes pour pouvoir allumer les antennes. Donc c'est là où il y a une forme d'incertitude, hein, puisque ça va dépendre un peu de chaque municipalité, de ses envies ou pas de pouvoir lancer cette 5G. Hein, C'est-à-dire qu'il y a la municipalité, une municipalité qui dit non, par exemple, l'opérateur ne peut pas lancer la 5G alors qu'il y a déjà de la 4G. Alors normalement, la municipalité ne peut pas avoir le droit d'arrêter en fait un déploiement. En revanche, ils peuvent trouver des biais pour essayer de ralentir l'ouverture d'un réseau 5G. Mettre un peu des bâtons dans les roues au développement des opérateurs et puis par exemple avoir des autorisations pour placer des antennes à tel endroit, puisqu'il faut renouveler aussi les autorisations de temps en temps pour placer des antennes 5G. Donc effectivement, il peut y avoir une forme d'entrave administrative de la part des mairies, en tout cas de certaines mairies. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, le sujet autour de la santé, de la consommation énergétique, c'est quelque chose qui monte autour du lancement de cette 5G. Donc, il y a quand même pas mal d'interrogations de savoir où et quand va être lancée cette 5G, dans quelle ville. Mais en tout cas, techniquement, le 18 novembre, c'est la date de départ éventuellement de la 5G dans des grandes villes en France d'ici, on suppose, donc la fin du mois de novembre au plus tôt, puis tout début décembre au plus tard. L'idée, c'est d'avoir une offre commerciale 5G pour tous les opérateurs, à ton avis. Tout le monde se positionnera sur la 5G d'ici la fin d'année. Je pense qu'ils sont obligés. Orange, SFR, Free, Bouygues. Oui, parce que on sait très bien que c'est les ventes de terminaux. On parlait de l'iPhone notamment, sont tirées par Noël. Donc si un opérateur lance la 5G et les autres non, forcément il va avoir un train de retard. Donc ils vont tous communiquer sur la 5G là dans les semaines qui viennent. La question, c'est de savoir la couverture de chacun des opérateurs, combien de villes ils couvrent. On n'a pas des petits scoops là-dessus, on n'a pas d'informations, ils sont très secrets. Ouais, très secrets quand même, hein, pour le coup, parce que je pense que ça va être un des arguments marketing de masse de ces opérateurs, de dire nous on couvre déjà tant de pourcents de la population et tant de grandes villes, pour que ce soit un argument marketing fort de cette fin d'année, pour que les gens toucher un maximum de clients aussi, parce que si on est dans une zone couverte par la 5G... Exactement, et puis pour les terminaux haut de gamme, comme par exemple l'iPhone, le dernier iPhone, c'est de
refaire en sorte que des abonnements se pérennisent et repartent et qu'on tienne comme ça des clients pendant plusieurs mois. Et qu'on augmente les prix aussi, accessoirement. Alors ça va être une des autres questions. Ça va être l'une des batailles de cette fin d'année aussi. Exactement. Est-ce que les opérateurs vont pouvoir augmenter les prix sur les forfaits 5G, sachant que Free a plus ou moins annoncé que eux étaient prêts à refaire le coup de la 4G, c'est-à-dire donner la 5G au même prix que la 4G. Donc bon, on va voir, mais ça va être une des grosses batailles commerciales de cette fin d'année. On peut s'attendre peut-être à une surprise, non, du côté de Free, qui risque d'annoncer une couverture assez impressionnante en 5G, parce qu'on sait qu'ils, depuis de nombreux mois, ils préparent en fait leur mise à niveau de leurs équipements, qui sont relativement récents et qui pourraient passer assez facilement de la 4G à la 5G. Oui, c'est ça. Et surtout sur une bande de fréquence sur une bande de fréquence qui serait basse. Les 700 MHz, donc qui permettrait de couvrir tout de suite beaucoup de population. Alors voilà, le problème, c'est qu'on dit que c'est pas tout à fait la vraie 5G, ça. C'est ça. 5G, alors, on sent déjà qu'Orange, SFR, etc. sont prêts à répliquer sur les deux arguments. Un, le prix, donc ils sont prêts déjà visiblement à s'aligner sur le prix si Free commence à casser les prix. Et deux, sur effectivement fausse 4G, fausse 5G contre vraie 5G. Donc ça risque d'être tendu sur cette fin d'année. Ça va être chaud. Autre secteur qui va être bouillant, c'est celui du jeu vidéo. On le sait, on va vivre une année exceptionnelle, fin d'année exceptionnelle. On va jouer en confinement, les amis. Ça, c'est sûr. Alors évidemment, nouvelle PlayStation 5 qui arrive là dans quelques jours. Nouvelle Xbox aussi, 2 nouvelles Xbox qui arrivent là aussi, je crois la semaine prochaine. Et puis de l'autre côté, Nintendo, qui n'annonce rien, qui déroule en fait sa stratégie Switch, et tout va bien pour Nintendo, finalement. Ouais, exactement, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils ont dépassé les 68 millions de consoles Switch vendues, et ils estiment que fin mars, donc quand leur année fiscale se termine, ils seront à 80 millions de Switch vendus. Donc c'est énorme, c'est plus que la NES à son époque. C'est un énorme succès pour Nintendo, qui a vu son bénéfice tripler là sur ce fin de trimestre. Donc effectivement, c'est vraiment pour eux, en fait, le temps joue en leur faveur. Pas besoin de sortir une nouvelle console, celle-ci se porte très très bien, notamment grâce à 2 jeux. Donc il y a les Super Mario, on connaît tous, puis surtout le dernier Animal Crossing, qui est un véritable carton. Aujourd'hui, par exemple, en France, selon les chiffres du CEL, il est en 3e position des meilleures ventes, derrière FIFA. Alors qu'il est sorti en plein confinement, première partie. C'est ça. Rappelez-vous, mars-avril. Mars-avril, voilà. Donc toujours numéro 3 des ventes. Alors FIFA est très loin devant, parce que FIFA, c'est la star. Et puis c'est sur toutes les consoles. Sur toutes les consoles, mais effectivement, c'est le gros carton, avec Mario qui continue de bien se vendre aussi. Donc là, on en est à 26 millions de jeux Animal Crossing vendus dans le monde, donc New Horizon, le dernier épisode. Et donc, c'est un carton plein pour Nintendo, que ce soit sur sa machine, et puis sur ces titres qui placent régulièrement dans le top 5 ou le top 10. Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle Switch bientôt, un peu plus puissante peut-être, pour rattraper l'écart monstrueux technologique qu'il y aura entre les nouvelles consoles next-gen et la Switch? Alors, Nintendo a toujours dit qu'ils faisaient jamais la course à la technologie. Ça n'a jamais été leur truc. Leur truc, eux, c'est le jeu. Le fait de pouvoir s'accrocher au jeu et de pouvoir jouer le plus souvent possible tout seul ou en famille. Oui, c'est vrai qu'ils ne communiquent jamais sur la puissance d'une console. Ça n'a jamais été leur truc. Ouais. Non. Après, il y a des caractéristiques techniques, du style d'avoir une console qui soit fixe et portable à la fois. Ce que fait aujourd'hui ni Sony, ni Microsoft. C'est ça qui est innovant, en fait. Exactement. C'est ça qui est innovant. Donc on est plus sur penser le jeu et la façon de jouer avec une console que la guerre à la capacité de traiter des images en très haute définition, etc. Et finalement, ça paye. Ça paye. Ouais, exactement. On enchaîne avec un tout autre sujet. Vous le savez qu'il y a ce vrai débat actuellement de la fermeture des librairies, avec on va dire une levée de bouclier de la part des libraires, on peut le comprendre, qui se retrouvent à ne pas pouvoir vendre de livres, alors que pendant ce temps-là, vous avez les plateformes américaines et tous les sites de e-commerce qui peuvent vendre des livres. L'État essaie de se dépatouiller tant bien que mal avec tout ça. C'est compliqué en pleine période de confinement, de contenter tout le monde, c'est clair. Exactement. Ouais. Et là, ils veulent visiblement donner un petit coup de pouce aux librairies indépendantes. Oui, exactement. Alors, c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui, dans un premier temps déjà, a fait baisser les frais de livraison par la poste quand on commande en click and collect, par exemple, ou en livraison un livre pour qu'il arrive chez soi. Donc là, il y a eu une baisse des prix déjà qui a été donc poussée par le gouvernement. Donc ça, c'était une première étape. Et là, la deuxième étape, c'est que le gouvernement est prêt à prendre à sa charge les frais de livraison réduits, qui étaient déjà réduits, jusqu'à hauteur de quasiment la totalité, puisque le libraire aura payé que 1 centime
pour une livraison, parce qu'on ne peut pas faire gratuit, parce que sinon c'est une aide totale d'État, un soutien de l'État. Donc c'est un coup de pouce, encore une fois, aux libraires, sachant qu'aujourd'hui, sur les ventes click and collect et ventes en ligne, ils font entre 10 et 20% de leur chiffre d'affaires. Donc cette petite aide pourra les aider éventuellement à aller jusqu'à quasiment à 30-35% de leur chiffre d'affaires. Alors, donc ça veut dire qu'ils vont quand même perdre une grosse partie de leur activité, mais quand même, ils pourront assurer peut-être jusqu'à un tiers de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après, il y a une autre question plus juridique qui se pose, c'est que cette aide de l'État français, est-ce que la Commission européenne ne va pas la requalifier en aide d'État ? Donc ça, c'est une vraie question, parce que du coup, il y a deux sujets. C'est déjà une aide d'État pour les libraires indépendants, et le deuxième sujet, c'est que cette aide ne va qu'aux libraires indépendants, donc pas aux autres. Donc il pourrait y avoir aussi... très bien aller à Amazon, par exemple, ou à la exactement, ou à la Fnac. Donc il peut y avoir une forme de discrimination concurrentielle. Il est possible qu'il y ait des recours, donc on va voir ça dans les semaines et mois qui viennent, mais ça peut être aussi un sujet de conflit assez fort entre des réseaux de distribution libraires indépendants d'un côté et grandes surfaces éventuellement, et peut-être même libraires en ligne de l'autre. Oui, sujet complexe actuellement, mais bien évidemment, il faut lire, surtout en ces périodes de confinement où parfois on a un petit peu plus de temps que d'habitude, on n'est plus dans la turpitude de notre quotidien, et c'est vrai que prendre un bon bouquin, c'est toujours sympa. Alors, lire c'est bien, mais il y a aussi tout ce qui est SVOD, on le voit, j'imagine que tous les services de SVOD se frottent les mains avec ce deuxième confinement. Alors, il y a ceux qu'on connaît, les Netflix, les Amazon Prime, etc. Mais il y en a un de niche qui est en train de faire un carton en France, Emmanuel. Oui, alors qu'on connaît un peu moins, en tout cas nous. Oui, nous, moi je connaissais pour le coup, donc j'ai découvert aussi. Donc effectivement, il y a des plateformes spécialisées. Il y en a 3 grandes en fait en France. Il y a Crunchyroll d'un côté, ADN, et puis Wakanim. Wakanim en fait qui appartient à Sony Pictures depuis quelques temps. C'était une société française qui a été rachetée et qui propose en fait tous les dessins animés manga qui sortent au Japon le lendemain de leur diffusion pour éviter le piratage. Donc c'est une super bonne idée parce qu'on sait que c'est une industrie oui, qui est fortement piratée. Qui est très populaire. Au-delà des frontières japonaises, il y a des fans de manga partout dans le monde. Et donc là, avec Wakanim, on a accès en fait au meilleur du manga très très vite. Très vite. Et surtout les dernières saisons au Japon. Et il se trouve qu'il y a eu un gros succès au Japon qui s'appelle Demon Slayer, donc un nouveau manga, qui a boosté les abonnés sur la plateforme Wakanim. Ils m'ont dit qu'ils avaient multiplié par 3 le rythme d'abonnés payants sur leur plateforme depuis l'arrivée de ce manga. Ce manga, donc, qui est aujourd'hui au cinéma au Japon, qui a enregistré 150 millions de dollars en 10 jours d'exploitation. C'est un record historique au Japon, on n'a jamais vu ça. Alors certes, il n'y a pas de blockbuster américain en salle, donc ça aide aussi. Mais malgré tout, c'est un énorme carton. Wakanim a les droits pour la France et essaye de voir quand est-ce qu'il pourrait être distribué dans les salles françaises, probablement en 2021. Et dans le même temps, cet animé-là, en fait, cartonne en manga sous forme papier sur le marché français. Il est rentré dans le top 10 des meilleures ventes cette année. Alors, il faut savoir que le marché des mangas papier, généralement, est très dynamique sur le marché français. L'an dernier, il s'en est vendu 19 millions d'exemplaires. C'était quasiment la moitié du marché de la BD. Et cette année, malgré le confinement, on est déjà à plus de 14 millions de mangas vendus à la fin septembre, en forte croissance, plus de 11%, malgré le premier confinement. Alors on va voir ce que le second confinement va avoir comme effet sur ces mangas-là, et notamment porté par Demon Slayer, mais pas seulement. Il y a toujours les One Piece, que certains connaissent par exemple, les Dragon Ball qui continuent de bien se vendre, les Naruto aussi, même si c'est un peu en fin de vie. Mais voilà, et puis My Hero Academia. Donc voilà, toute une série de mangas qui fonctionnent très très bien en France. La France et le Japon, sur le manga, sont des pays qui sont assez proches. Bien sûr, on le voit étonnamment. Avec hors confinement, il y a des salons un peu partout qui cartonnent dans ce domaine-là. Juste un mot, c'est 5 € par mois, Wakanim. Après, il y a des offres qui sont dégressives. Si on s'abonne, par exemple, sur un an, on tombe à 50 €, donc on gagne 2 mois. Donc voilà, c'est plus abordable, on va dire, que les services de streaming traditionnels, on va dire. Alors que dernier point, Wakanim, par exemple, une fois qu'ils ont l'exclusivité d'une série, après, ils la vendent, et donc ils la vendent notamment à Netflix. C'est ça. Et donc Netflix... C'est pour ça que Netflix a un catalogue de mangas quand même qui était assez important. Voilà, exactement, notamment via Wakanim et Sony, indirectement. Et du coup, après, ça draine une nouvelle population beaucoup plus large, qui après peut se diriger vers ces plateformes plus spécialisées. Les fans hardcore s'abonnent à Wakanim, et puis ceux qui connaissent pas ou peuvent attendre l'arrivée sur Netflix. Exactement, c'est une espèce de chronologie des médias dans les services de VOD. Mais même sur Amazon Prime Video, on commence à voir pas mal un catalogue de mangas important. On voit que c'est une frange de la population qu'il faut chouchouter. Exactement. Et voilà. On termine avec la mairie de Vincennes.
qui était victime. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Mais oui, attendez, qu'est-ce que vous voulez? Alors, voilà, de temps en temps, il y a des trucs un peu moins brillants. Exactement. Mais cela dit, Vincennes, c'est très sympa. Hein. Ouais. Voilà, il y a son bois, il y a plein de choses intéressantes. Et la mairie de Vincennes a été victime d'une cyberattaque. Oui, exactement. Une attaque a priori au rançongiciel. Hein. Donc, vous savez, c'est ces logiciels malveillants qui viennent s'installer sur les ordinateurs et les serveurs, qui les bloquent et qui demandent en contrepartie du déblocage une rançon, payable généralement en bitcoin. Donc là, pour l'instant, la rançon n'a pas été demandée. Mais en tout cas, j'ai appelé la mairie ce matin, ils étaient encore bloqués. Ils ont juste une ligne téléphonique fixe qui fonctionne. Mais tout le reste est en rade. C'est incroyable. Donc voilà, c'est bloqué. Quand même la téléphonie sur IP est tombée en rade. Ah bah justement, c'est la téléphonie sur IP qui tombe en rade pour le coup, puisque ça passe par Internet, des serveurs. Donc effectivement, ça, les machines, donc ça entrave en fait tout ce qui est administratif. Et surtout en cette période de confinement où on imagine que le numérique est encore plus présent, c'est vraiment un gros problème. C'est un gros problème. Et de ce que j'ai compris, d'autres mairies ont subi des attaques depuis le début de cette semaine, parce que c'est généralement, alors c'est peut-être plus facile d'attaquer une mairie puisqu'ils sont pas forcément disons en pointe au niveau de sécurité informatique, même s'ils se sont beaucoup améliorés. Et du coup, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, visiblement, est intervenue au niveau de Vincennes pour leur donner un petit coup de main. Donc voilà, la vague de ransomware revient en même temps que le confinement. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, donc faites attention, puisque ça peut aussi toucher les particuliers, ça touche des entreprises, et puis on voit aussi des services publics. Oui. Les ransomware qui peuvent arriver, comme tu le disais, évidemment. Alors, ce sont les entreprises qui sont visées le plus, mais parfois des particuliers, tout simplement. On ouvre un mail, on télécharge un mauvais logiciel, et puis on se retrouve avec un ordi qui est complètement pété, qui ne sert plus à rien. Donc faites des sauvegardes, si je peux. Faites beaucoup de sauvegardes. Bien sûr. Pour ne pas payer la rançon, parce que donc les forces de l'ordre demandent de ne pas payer, parce que derrière, c'est des groupes criminels généralement. Enfin, on ne sait pas où va l'argent, en tout cas. Plus les gens payent, plus en fait on alimente ce modèle économique. Donc voilà. Et on en parlait des rançongiciels il y a quelques semaines de cela avec notre invité, Benoît Grunenwald, qui est un expert en cybercriminalité chez IZ et qui nous expliquait justement ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour éviter les rançongiciels. Merci beaucoup Emmanuel. Merci François. Emmanuel Paquette, donc journaliste à l'Express pour terminer cette première partie du Club de la Presse IT. Toi qui suis évidemment l'actualité de la tech au quotidien, tu connais sans doute le constructeur Vivo. Ça y est, Vivo se lance en France d'une manière assez importante, on va dire, avec des moyens somme toute assez ambitieux. Quelle est la stratégie de ce nouveau constructeur de smartphones? Est-ce que finalement ils n'arrivent pas un peu trop tard alors qu'il y a une multiplication aujourd'hui des marques de smartphones? On en parle avec mon invité Jean-Philippe Ladoux, qui est le vice-président de Vivo. Il a été fraîchement nommé, il va nous raconter tout ça dans quelques instants. A tout de suite donc pour De quoi je me mail, la suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.